شوف كنت فايت منا بارازار والله فايت طالع من بعد لقيت هذه اسوسياسيون بور لا بريفونسيون دا تورتور. واش قلت والله غير نتصل بهم ونسقسيهم اسكو جو بو فار اون انترفيو مع الريسبونسابل. والله مساكن او بو دو كيلكو موا جاوبوني قالوا لي وي سي بون اليوم رايحين ندخلوا نزوروهم. تبعونا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من أجلك عشنا. Bon, magnifique site. Regarde, là on est à côté des Nations Unies. L'association pour la prévention de la torture, elle a été créée en 77 par un banquier. J'imagine il a acheté la parcelle, il a mis des fonds والناس راهي تخدم سويسرا pour la prévention de la torture في الجزائر. والبلاد احنا عندنا مازالت لا تورتور الور كو ربي في القران واش يقول لك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير شكون هو؟ الاسير تاع الحرب. فما بالك ولد بلادك اللي راه يقمع ويغتصب ويعذب في الجزائر. بالله عليكم دوك القور يفوتونا احنا في الحقوق الانسان. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كما وعدتكم الأخت بيرنات قبلت باش تستقبلنا. اليوم راح نتكلموا على حقوق الإنسان في الجزائر ونتكلموا على الديمقراطية ونتكلموا على كل ما يخص الحريات والأنظمة الاستبدادية في الدول العربية. Madame Bernat, merci infiniment de nous avoir reçus dans vos locaux. Vous avez vraiment un très très beau cadre. Vous êtes à côté des Nations Unies Genève. Merci pour le café. Merci pour le miel. Une petite touche vraiment très sympathique. En fait, vous donnez de l'espoir à la vie. Les abeilles, c'est la vie. Donc, ma première question, qui êtes-vous? Quelle est votre ONG? Brièvement, en quelques mots. Je vais placer mes deux mots d'arabe. Salam alaikum. Shukran. Alaikum salam. Shukran. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je travaille pour l'association pour la prévention de la torture, APT, qui est une organisation non gouvernementale genevoise, fondée à Genève il y a plus de 45 ans par un banquier, banquier genevois, qui avait philanthrope, qui avait cette idée assez simple mais vraiment révolutionnaire à l'époque, inspirée par le travail du Comité international de la Croix-Rouge, notre voisin. La torture se passe dans le secret, dans des lieux fermés, et pour empêcher qu'elle ait lieu, il faut permettre à des personnes extérieures d'entrer dans ces lieux, de venir voir ce qui se passe. Et donc, déjà il y a 45 ans, son ambition, son objectif, c'était d'avoir un traité de l'ONU qui crée un tel système de visite indépendant des lieux de détention. Et ça existe maintenant depuis 20 ans. Bravo. On a fêté hier à l'ONU les 20 ans de ce protocole facultatif à la Convention contre la torture. Il reste facultatif. Il est facultatif parce qu'il est rattaché à la Convention mère, si on veut, qui est la Convention contre la torture. Parce que ce protocole ne crée pas de nouvelles normes. Les normes sont dans la Convention contre la torture et il se limite à créer un système de visite. Donc c'est un traité vraiment opérationnel. Et donc nous, on travaille toujours avec ces mécanismes de visite, puisque ce protocole demande aux États de créer une commission nationale dans chaque pays pour visiter les lieux de détention. Et en même temps, il y a un comité de l'ONU, donc il y a ce double système. Donc nous, on fait des formations, des guides pratiques sur comment faire les visites, comment améliorer la situation dans les lieux de détention. Pas seulement dans les prisons ou les postes de police, mais aussi les institutions psychiatriques, les centres pour mineurs et les centres pour migrants. Et en Europe, de plus en plus aussi, les EMS, les lieux où des personnes âgées... Voilà, c'est pas vraiment de la privation de liberté, mais on est quand même dans une institution totale. Donc il y a des risques d'abus. C'est très large. Hein. Voilà. Ça, c'est un peu qui on est, d'où on vient. Depuis, ça a un peu évolué. Mais...
Bravo, en tout cas, presque 50 ans quand même. Depuis Oui, j'ai vu 77. ouais. Ouais, 77. Ok. Ma deuxième question, ça concerne, j'ai un petit peu lu sur votre site, dans la rubrique Notre mission, susciter de nouvelles réflexions, analyses, nous espérons des actions visant à prévenir la torture, nos traitements, nos recherches continues sur les facteurs et risques et les causes profondes de ces pratiques. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Si vous arrivez à m'expliquer un petit peu, Oui. J'arrive pas à comprendre cette... C'est le jargon un Ouais. peu. Mais non, en effet, donc au départ, c'était vraiment cette idée de transparence des lieux de détention, donc mettre fin au secret. Depuis, ça a évolué et notre action se concentre vraiment sur essayer d'identifier les moments où le risque de torture et de mauvais traitement est le plus élevé. Et en général, dans le monde entier, c'est l'arrestation et tout de suite les premières heures juste après. C'est rarement après en prison, ça arrive aussi, mais c'est vraiment ce moment-là. Donc on s'est concentré sur ça, justement avec nos recherches, avec d'autres partenaires, d'autres organisations de la société civile. On a développé des lignes directrices pour remplacer les interrogatoires qui sont souvent musclés par des entretiens. Donc plutôt une sorte de conversation qui est une pratique qui existe au Royaume-Uni, en Norvège, et qui est beaucoup plus efficace pour obtenir des informations. Exactement. Donc ça évite ces aveux forcés, de condamner des innocents qui ont Sous avoué sous la torture. Exactement. Et donc maintenant on est dans la promotion de ces nouveaux principes qui sont tout nouveaux. Et on essaye de convaincre les États de les adopter et de changer vraiment de pratique. Et notre idée avec la prévention, c'est... Il y a d'autres ONG qui font de la condamnation, qui s'occupent des victimes, etc. Nous, on essaye de proposer des solutions. Chacun son métier. Voilà. On essaye d'identifier quels sont vraiment là où il y a des problèmes et proposer des solutions. Vous êtes à la source, la prévention. Voilà. C'est mieux que la guérison, comme on dit. Il faut aussi des gens, des médecins qui puissent venir aider après. Mais nous, on est vraiment concentrés sur ça, essayer de trouver des solutions avant pour empêcher que ça arrive. D'accord. Ma troisième question concerne les difficultés. Vous savez, moi j'ai fait 15 ans d'humanitaire en Afrique, en tant que bénévole aussi, et je sais que c'est beaucoup de problèmes pour financer les projets. Est-ce que c'est votre cas? Et si vous avez d'autres difficultés, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Alors, vous mentionnez les difficultés financières. Alors voilà, oui, comme ONG, on a toujours des soucis puisqu'on dépend de donateurs, que ce soit des institutions publiques. Nous, on reçoit aussi des financements de certains gouvernements, dont la Suisse. Privés aussi. Et des financements privés, des fondations. Donc c'est tout le temps une bataille. On a connu des difficultés. Vous avez quelqu'un qui est dédié, une personne dédiée à ça. Voilà, une personne qui s'occupe de la recherche. Pouvoir vivre. Ouais. Voilà. Mais on a aussi d'autres difficultés qui sont plus au niveau politique, on va dire, c'est vraiment, il faut convaincre les gouvernements et donc dans certaines situations vraiment difficiles où il y a des vrais problèmes, soit des conflits, soit des violations graves des droits de l'homme, c'est difficile de venir avec un discours sur la prévention. Donc pour l'instant, on essaie de travailler avec des pays qui sont prêts à reconnaître qu'il y a un problème et prêts à faire quelque chose pour traiter ce problème. D'accord. Question 4. Est-ce que vous avez une charte interne qui vous dit que, par exemple, vous ne pouvez pas toucher de l'argent, comme par exemple, un exemple, la Chine, où les droits de l'homme, c'est pas... Parce qu'il y a le problème des Ouïghours, c'est aussi ma question bis. Est-ce que vous avez travaillé sur ce dossier? Alors, il y a deux questions dans la même. Voilà. Le premier aspect sur la charte éthique, oui, on a une sorte de code de conduite pour notamment les financements, parce que c'est pas parce qu'on a besoin d'argent qu'on peut accepter vous acceptez tout, hein. N'importe quel argent. Donc oui, on a une certaine charte éthique et puis on a un système de gouvernance comme toute association avec un bureau, un conseil, une assemblée générale qui contrôle aussi. Sur la question des Ouïghours et de la Chine en général, c'est justement un de ces pays où c'est très difficile pour nous d'entrer en dialogue et d'accéder. Donc on a un peu commencé avec un partenaire sur cette question des interrogatoires, mais ça reste à très petite échelle et nous-mêmes on est encore
jamais travaillé. Je pense que là, on est dans une situation où on doit plutôt d'abord rendre public et dénoncer ce qui se passe plutôt que travailler en prévention, parce qu'il y a un déni total de la situation par les autorités. Est-ce que vous subissez des pressions? Non, jusqu'à présent, non, parce qu'on fait un travail, j'allais dire justement, constructif et parfois confidentiel. On n'est pas forcément dans... Okay. Bon, vous êtes en Suisse aussi, vous êtes protégé par, ouais, la démocratie, ouais. les libertés. Mais par contre, les mécanismes nationaux de prévention avec qui on travaille, donc dans les pays où ils existent, dans 77 pays, parfois eux font face à des difficultés, hein, des pressions personnelles, parfois des pressions financières, parfois des représailles. Justement, c'était ma question 5. Vos partenaires, j'imagine, vous avez un petit peu partout dans le monde. Comment ils font dans les pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté? Alors c'est justement là, je pense, un peu les limites de notre travail. Nous, on travaille essentiellement avec les pays qui ont ratifié ce protocole, qui ont mis en place un mécanisme national de prévention. Il y a quand même toutes sortes de pays. Et donc c'est eux nos partenaires principaux, c'est ces mécanismes nationaux de prévention. Dans certains pays, on travaille aussi directement avec les autorités pour essayer de former le personnel, de changer les politiques publiques. Mais dans les pays où justement il n'y a pas un minimum de volonté politique d'agir sur la question, pour l'instant on n'a pas accès. On a aussi des capacités assez limitées pour agir partout. Donc on doit se concentrer. On travaille sur 10 pays prioritaires pour nous dans le monde à peu près. La question suivante concerne la définition de la torture. Est-ce qu'elle est claire partout d'un pays à un autre, d'une tribu à une autre? Est-ce que les Nations Unies ont essayé de mettre une sorte de... Je ne sais pas, que tout le monde soit au clair avec cette notion? Oui, alors il y a la Convention contre la torture de 1984 qui donne une définition très claire à l'article 1 avec 4 éléments. Alors le premier, c'est celui que tout le monde connaît, c'est des souffrances physiques ou mentales, ça c'est important de souligner cet aspect, qui sont infligées intentionnellement dans un but précis, soit obtenir des informations, soit dans un but de discrimination, soit tout autre motif. Et, ce qui est important, par un agent public, directement ou indirectement, c'est-à-dire avec son consentement ou avec son approbation tacite. Enfin, s'il y a des violences dans une prison, des violences entre détenus, mais que les gardiens ferment les yeux, ou mettent sciemment des personnes ensemble dans une même cellule qui vont être violentes, alors oui, il y a une responsabilité de l'État, ça rentre dans la définition. Mais si c'est un viol par des personnes privées, là on n'est pas dans la définition de la torture. Si c'est un viol par un policier dans un poste de police ou ailleurs, on entre dans la définition de la torture. D'accord, ok. Un exemple tout bête, est-ce que c'est considéré comme torture de l'harcèlement dans un milieu professionnel pour écarter une personne ou pour... Alors le harcèlement moral dans le milieu professionnel, non, parce que là on n'est pas dans un lien avec les autorités publiques, donc c'est pas un agent de l'État. Et donc ça peut être réglé directement devant les tribunaux. D'accord. On n'est pas là. C'est une question que je vous avais déjà posée au téléphone et par rapport dans le monde, je ne sais pas si vous avez un petit peu cartographié les pays où il y a plus de torture par rapport aux autres. Alors, on a souvent cette question, les gens aiment bien avoir une sorte de classement, Ouais. mais en fait c'est assez difficile de faire des classements. Je pense que ça dépend de quoi on parle quand on parle de torture, donc on a une définition claire, mais après, qu'est-ce qu'on dit si on dit un pays où il y a beaucoup de torture, on dit 10 cas, 100 cas, 1000. Donc, je pense qu'il y a des situations où la torture est utilisée de façon systématique par les autorités dans les cas de conflit. Par exemple, on l'a vu au Bélarus après les élections ou dans d'autres pays, en Syrie, et même avant la guerre. C'était aussi une des causes probablement du déclenchement de la guerre civile. Et sinon, il y a d'autres situations, donc ça c'est vraiment les situations les pires. Après, il y a des situations où il y a le système ferme les yeux et autorise les violences policières, et là on a beaucoup de pays comme ça. Et puis après, on a des pays où les mesures
plus ou moins en place, mais il y a quand même toujours des problèmes. Et ce qu'on dit, c'est que partout, il faut prendre des mesures de prévention, partout dans le monde. Et quand un pays nous dit non, mais chez nous, il n'y a pas de torture, Tout va bien. pas de problème, il faut quand même prendre des mesures. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi en Suisse et dans les pays voisins, parce que c'est pas seulement lointain dans des pays. Alors il y a des situations plus ou moins graves, mais il faut prendre des mesures partout. D'accord. Parlons de la Suisse. Est-ce qu'il y a eu des cas de torture? Et s'il y a eu des cas, à quelle date remonte le dernier? Alors je sais pas, je sais que le rapporteur spécial sur la torture a été en contact pour un cas de torture en Suisse. Ce qu'il y a plutôt, c'est des cas de mauvais traitement, de traitement isolé, cruel, inhumain ou dégradant, plus ou moins isolés, parfois quand même assez graves. C'est un rapport entre l'employeur et l'employé? Non, c'est vraiment des cas plutôt par la police, en situation de détention aussi. Il y a longtemps. Mais on serait dans un autre domaine, par exemple des personnes qui sont à l'isolement prolongé. Il y a eu un cas assez grave dans le canton de Vaud où un détenu qui était qui était mineur a finalement mis le feu à sa cellule et est décédé en détention. Et en fait, il y a eu toute une série de dysfonctionnements en amont qui ont conduit à cette situation. Alors, c'est pas clairement de la torture, mais le fait est que des dysfonctionnements en série accumulés ont conduit au décès de ce jeune homme qui devait avoir 20 ans ou 21 ans. Il y a combien d'années? Je ne sais plus quand c'était, mais Skandervogt, il s'appelait. Et il y a eu après une enquête, etc. Donc, voilà. D'accord. Question 9. Quels sont vos moyens ou les bras de levier contre les pays qui vous laissent pas collaborer, ou est-ce que vous avez les moyens pour réagir contre, par exemple, un pays qui pratique la torture? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors justement, c'est là que c'est pas nous qui agissons directement, parce que c'est pas notre travail principal, notre cœur de métier. Voilà, nous on dénonce pas, donc on laisse d'autres le faire. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt travailler avec d'autres États ou d'autres organisations qui, elles, peuvent faire des recommandations, essayer de convaincre comme ça et de dire que ça passe pas. Mais c'est vrai que quand il y a des violations graves, d'abord il faut les dénoncer, puis après essayer de trouver des solutions à long terme. Et nous, on est plutôt dans cette deuxième partie. D'accord. J'ai lu aussi sur votre site que vous travaillez aussi pour la cause des LGBT. Ma question, comment vous faites, par exemple, quand vous êtes face à un pays qui est extrêmement fermé et conservateur, où ils ont vraiment un rapport sacré singulier, comment vous traitez cette question? C'est une très bonne question, parce que c'est encore difficile, et c'est vrai que les relations entre personnes de même sexe sont encore criminalisées, voire même avec la peine de mort dans plus de 70 pays dans le monde, y compris des pays dans lesquels on travaille. Donc on ne va pas aborder cette question directement de front, mais on essaye, et on a vu une évolution même au cours des 5 dernières années, notamment dans des pays en Afrique ou ailleurs, où c'était vraiment une question taboue, ou en Amérique latine aussi. Et petit à petit, on commence à pouvoir en parler. Donc c'est un travail, un petit pas, on avance. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément appliquer les mêmes standards dans tous les pays, parce que le droit pénal lui-même change. Est plus ou moins criminalisant sur cette question. Donc on doit faire attention, quand c'est encore un crime en droit pénal, de ne pas mettre des personnes en danger en parlant de cette situation. Vous avancez avec douceur. Avec douceur, voilà. Mais c'est vrai que c'est une question compliquée en détention, parce que le système de prison pénitentiaire est conçu pour les hommes d'un côté, pour les femmes de l'autre, et pour les personnes trans. On a commencé à avoir cette discussion en France. Où est-ce qu'elles vont? C'est délicat et nouveau. Et elles étaient justement placées en fonction de leur état civil et pas de leur état physique ou leur propre identification. Donc on avait des hommes selon l'état physique, mais des femmes selon l'état civil, mais des femmes qui étaient dans des prisons pour hommes. Donc c'était vraiment des questions très compliquées, mais qu'on commence à aborder. Voilà.
en s'adaptant à la situation locale pour éviter Il y a encore du travail. de mettre des personnes en danger. Voilà, il y a encore du travail. Même en Suisse, justement, il y a eu une question au Parlement suisse et le Suisse a dit non, c'est pas un problème dans nos prisons. Prochaine question, ça concerne cette convention contre la torture qui a été ratifiée par pas mal de pays en 1984 à New York. Ma question, est-ce que derrière, je pose la question, l'efficacité de cette convention et puis en amont, est-ce qu'il y a des sanctions prévues? Alors, comme toutes les conventions de droits de l'homme de l'ONU, c'est une convention qui justement donne la définition de la torture, demande de prendre des mesures préventives, des mesures de sanctions, qui crée aussi un système de justice universelle. Ça veut dire qu'on peut arrêter en Suisse ou dans un autre pays une personne qui est accusée d'actes de torture dans un autre pays. C'est comme ça qu'ils avaient arrêté Pinochet à Londres en 1998. Donc il y a des très bonnes normes. Maintenant, comme vous dites, le problème c'est l'application. L'application, ouais. Et donc là, le seul système de contrôle qu'il y a, c'est que les États doivent faire un rapport devant le comité contre la torture pour dire ce qu'ils ont fait pour mettre en œuvre cette convention. Et après, il y a des recommandations. Donc, c'est une sorte de dialogue et pareil, ça prend du temps. Mais ce qui est important, c'est que cette convention donne un cadre clair de ce qui doit être fait. Et c'est pour nous un levier, ce que vous disiez tout à l'heure, pour inciter les États à prendre des mesures au niveau législatif, au niveau de la formation, au niveau des pratiques. Mais voilà, ça prend du temps. La Suisse va passer prochainement devant le comité contre la torture. Je crois que chaque pays doit passer régulièrement, présenter un rapport. C'est un dialogue, c'est un processus. Ouais. Une culture, comme vous dites, voilà. À assimiler, ouais, gentiment. Question 12. Quelle est la relation entre la torture et la démocratie? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, alors c'est vraiment une Vous arrivez à comprendre la question fondamentale, parce qu'en fait, on se rend compte que la torture, en dehors de cette définition et des actes que ça représente, c'est une culture, comme vous dites. Et le lien, il va dans les deux sens. Quand il y a des actes de torture qui sont vraiment systématiques, si on peut dire une sorte de torture d'État, c'est dans des États où il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de respect de l'individu, il n'y a pas de respect de l'opposition souvent. Par contre, quand il y a une démocratie, il peut y avoir justement un meilleur respect de l'ensemble des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la dignité, et donc il y a moins de torture aussi. Donc ça va dans les deux sens. Et je pense que ce lien, il faut vraiment faire. C'est un lien étroit, et on voit que souvent les actes de torture sont déclencheurs de conflits. Ou à l'inverse, quand il n'y a pas de démocratie, on l'a vu avec le Bélarus, où la population a manifesté contre le résultat des élections, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait torturer, et l'opposition est encore en détention. Donc il y a un lien étroit sur lequel il faut travailler vraiment en profondeur. D'accord. Et mieux l'expliquer, parce que je pense que c'est là qu'on peut agir. Justement, ça nous amène à la question 13, c'est... Est-ce que c'est pas plus efficace de travailler à la source et démocratiser les pays pour justement prévenir la torture? Vous allez me dire, c'est pas votre travail, chacun son métier. Non, mais c'est complémentaire, et je pense que la complémentarité et faire le lien est vraiment essentiel, parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et on voit avec les dérives autoritaires, même dans des pays démocratiques, on l'a vu au Brésil, on l'a vu aux États-Unis, quand on a un président qui dit « Ah, mais la torture, c'est pas un problème », il y a une dérive démocratique en même temps. Donc je pense que ce lien est vraiment important et qu'il faut le maintenir. Comme on dit, la prévention est nécessaire partout. Elle va en parallèle avec le discours sur la démocratisation et plutôt sur l'état de droit en général, en fait. D'accord, ok. Si je vous dis, par exemple, il y a à peu près
entre le nord et le sud, il y a à peu près 500 ans d'écart en termes de liberté, en termes de démocratie et tout ça. Vous me dites quoi? Non, je pense qu'en effet, on est dans différents niveaux de développement économique, politique. Mais je ne sais pas si on peut le mesurer en nombre d'années parce que l'évolution n'est pas linéaire en fait. Elle avance par bond Voilà, exactement. et parfois par accélération. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie, d'explication, de conviction à faire. Et j'ai vu des sondages récents sur la démocratie, la représentation de la démocratie, c'était justement au Moyen-Orient. Ils disaient mais finalement la démocratie ça ne nous apporte rien, ça nous fait reculer. Et je pense que c'est ces discours-là, ou c'est cette perception-là sur laquelle on doit agir, que ça va ensemble, c'est pas la sécurité ou la démocratie, la sécurité ou la liberté, tout doit avancer ensemble, mais aussi le développement, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de vraies avancées en droits de l'homme, si on a trop d'inégalités, y compris d'inégalités entre le nord et le sud. Absolument, absolument. Pourquoi je vous ai cité le chiffre exact de 500 ans? Parce qu'il y a un exemple entre le nord et le sud. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Servet. C'est un personnage qui est né en Espagne au XVIe siècle. Il est né en 1511, exécuté à Genève et brûlé en 1553. C'était un médecin, théologien, qui était vraiment un humaniste, et il a remis en question pas mal de choses. Par exemple, la Trinité, il a remis en question la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, bien sûr, Genève le regrette. Il y a une rue qui a plein palais. Ah ouais. Michel Servet, je vais montrer un petit peu. Donc ce personnage a été brûlé au XVIe siècle. Aujourd'hui, il y a une statue à son effigie, il y a une rue, il y a pas mal de choses. Bien sûr, on regrette. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en 2021, on a brûlé Jamal Ben Ismail. C'était un Algérien, un humaniste, musicien, activiste dans le Hirak et tout ça. Parce qu'on voulait créer de la zizanie et créer un petit peu, si vous voulez, la scission entre les Arabes et les Berbères en Algérie. Et j'ai envie de dire aux Algériens qu'aujourd'hui, la question, elle nous concerne tous, de la torture, parce que peut-être lui, dans, je ne sais pas, 50 ans, on va se réveiller, on se dit oui, il a été victime de la dictature, et on va donner un nom à ce personnage. Cela me conduit à vous dire que dans les pays musulmans, j'imagine qu'il y a plus de torture par rapport aux pays du Nord. Je ne sais pas si on peut regrouper les pays en fonction de la religion. Je pense que... Par accident, ils sont musulmans. Non, mais dans certains pays où il y a l'application de la charia, il y a des vrais problèmes avec les peines corporelles, que ce soit le fouet. Ouais, le fouet ou d'autres peines qui sont considérées comme des actes de torture. Donc ça, oui, parce que c'est des sanctions qui sont reconnues dans ces pays et qui ne sont pas acceptées au niveau international. Donc dans ce sens-là, oui. Mais je ne sais pas si on peut faire un amalgame comme ça. Je pense que la situation est assez différente selon les pays, Afrique du Nord ou l'Indonésie ou les pays du Golfe. Je pense que c'est lié encore une fois avec la démocratisation de ces sociétés et tout ce qui va avec l'état de droit, le contrôle, l'indépendance du système judiciaire, le code pénal, etc. Donc il y a des avancées dans certains pays, moins dans d'autres. Donc voilà, donc on essaye de travailler aussi avec les différents pays. Le dialogue est plus ou moins facile selon les pays. Oui. D'accord. Je voulais juste vous poser une question par rapport à la Convention de Genève de 1949, je crois.
là, c'est un petit peu l'origine des droits de l'homme. On commence un petit peu à parler des droits des prisonniers, de la dignité et tout ça. Et en fait, quand on lit un verset dans le Coran, je vais vous lire ce verset-là. On parle des droits de l'homme et on parle du prisonnier quand il donne aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Ça, c'est un prisonnier de guerre. Alors que la majorité des pays, que ça soit qui ne sont pas démocratiques, par exemple l'Algérie, je parle de l'Algérie, il y a à peu près 400 prisonniers politiques parce qu'ils se sont juste opposés au système et ils ont subi des tortures. Et nous, en tant qu'ONG, on essaye de lutter à la source de façon à vraiment essayer de démocratiser le pays justement pour prévenir la torture. Et raison pour laquelle on est au vendredi 208, ça veut dire que ça fait 208 semaines que le peuple algérien lutte pacifiquement et avec tous les moyens légaux pour justement instaurer un véritable état de droit et un état démocratique où le peuple vraiment il soit au centre des intérêts et c'est lui qui décide et tout ça. Ma dernière question, et on a fini. Quel est le conseil ou les conseils que vous donnez aux Algériens? Moi je suis algérien, je travaille particulièrement avec le peuple algérien et j'aimerais qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple algérien pendant cette semaine 208 qui est dans votre domaine, la prévention de la torture. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour un peu soutenir ou prévenir? Non, je pense qu'il faut continuer la lutte qui est vraiment admirable. Et il faut utiliser tous les moyens à disposition. Il y a beaucoup d'autres organisations de la société civile qui sont actives pour dénoncer ce qui se passe justement aussi en ce qui concerne la détention de prisonniers politiques, mais aussi le traitement des prisonniers de droit commun, parce que souvent ils ne sont pas mieux traités. L'Algérie a ratifié la Convention contre la torture, va devoir rendre des comptes devant le comité contre la torture, donc activer ça au moment de la présentation du rapport. Je ne sais pas quand c'est prévu. L'Algérie va devoir aussi présenter des comptes devant le Conseil des droits de l'homme quand il y a l'examen périodique universel où chaque pays doit présenter son bilan en matière de droits humains. Donc utiliser tous ces mécanismes aussi à Genève, et je pense que le fait que vous soyez basé à Genève, ça peut aider pour faire ce relais. Et puis surtout, garder espoir et continuer. On voit que parfois ça prend du temps, mais les choses bougent. Ouais. Les lignes bougent, parfois doucement, parfois radicalement, mais je pense qu'il faut garder espoir et continuer la lutte. Merci infiniment de nous avoir consacré 30 minutes pour cette interview. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ما تنسوش البارتاج وكذلك النشر وخاصة أبونيو في الشان. ميرسي بوكو والى اللقاء، وما تنسوش انه رانا الجمعه 208 وان شاء الله ماناش حابسين حتى نقيم دوله العدل والقوانين اين يكون الشعب الجزائري هو صاحب القرار ومركز الاهتمام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ميرسي بوكو مدام. ميرسي à vous. Non, c'est bien. والحاجه اللي ثاني عجبتني هنايا روح شوفها دايرين نحل هي ديروش وعطاونا ميم دو بو دو ميال. فرانشمون هذه هي الدولة اللي حابين نبنوها في الجزائر. حقوق الإنسان وين يبقى الجزائري هو صاحب القرار وهو مركز الاهتمام. عاونونا يا ناس باش نبنوا بلادنا، ما يضحكوش عليكم الخونة. حياكم الله، شكرا لكم. الجمعة 208 والله ما حابسين حتى نقيم دولة حقيقية. السلام عليكم. وإن اليوم